Et un autre chroniqueur collaborateur qui nous fait un grand plaisir de retrouver dans cette première de la saison, s'est rendu un incontournable sur En Direct de Nulle Part. Et il collabore maintenant ailleurs aussi, notamment à Radio X, que vous pouvez entendre avec M. Morin à toutes les semaines. Mais on est bien fiers de l'avoir encore pour cette année. M. Michel Morin, le journaliste d'enquête indépendant et blogueur qu'on retrouve tout de suite, alors qu'il est présentement aux États-Unis, M. Morin. Oui, écoutez, je suis dans le Maine, un État voisin. Le Maine, c'est un bien grand État. Et savez-vous, Daniel, aujourd'hui, évidemment, c'est le pays des pêcheurs. Hein, oui, des fruits de mer. Beaucoup de pêche, etc. Tout à fait. Mais le pays des plages pour les Québécois. Mais moi, je suis plutôt dans le nord du Maine. OK. Là où il n'y a pas de grandes plages, mais il y a des massifs rocailleux, n'est-ce pas? Exact. Des péninsules qui s'avancent vers la mer. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai découvert un vignoble et j'ai découvert dans ce vignoble un Riesling demi-sec extraordinaire, comme j'en ai rarement bu. Ben, alors, évidemment, j'ai fait une bonne provision, limitée, évidemment, par nos chères douanes canadiennes. Oui, parce que c'est plus important de surveiller les cigarettes et l'alcool que de voir si les gens rentrent illégalement au pays. On le sait, le Canada a ses priorités aux bonnes places. Et je sais, vous connaissant M. Morin, vous allez respecter le règlement et vous allez apporter vos, je pense que c'est 1,5 litres d'alcool que vous avez le droit d'importer. Deux bouteilles, on est deux, ça fait 4 bouteilles. 4 bouteilles, c'est raisonnable. J'en ai acheté 6 pour vous dire toute la vérité. On va en boire 2 ici et les autres, ce sera pour notre cave. Bon, ben c'est très bon. Redonnez peut-être le nom de ce Riesling, s'il est disponible, les gens qui vont visiter. Un Riesling demi-sec, je pense pas qu'il soit disponible chez nous au Québec. C'est le vignoble Breakwater de AZ. C'est une petite municipalité, là, près de Rockland, dans la baie de Penobscot, la grande baie de Penobscot, que notre cher ancêtre Samuel de Champlain a été le premier vraiment à fréquenter et à cartographier en 1603, 1604 et 1605. Ah oui! Il y a une histoire ici qui nous concerne. Ah ben c'est bien ça. Puis souvent quand on visite le Maine, c'est pas rare de rencontrer des gens qui ont des noms de famille à connotation canadienne-française. Donc c'est encore le pire. Le tiers, on dit que le tiers des gens du Maine ont des racines. Ont plus ou moins une ascendance canadienne-française. Tout à fait. Et ça a laissé des traces encore aujourd'hui, même si ces gens-là, parfois, les gens un peu plus âgés baragouinent quelques mots de français, mais c'est en train de se perdre, évidemment. Monsieur Morin, cette semaine... Oui, mais par une Américaine. Oui, c'est ça. Elle est en français parce qu'elle a vu la plaque d'immatriculation du Québec. Ah bon. Mais c'est plus rare, je dois le dire. C'est plus rare, exactement. Là, écoutez, M. Morin, on se rapproche à très grands pas des élections. La campagne électorale va bon train. Après plus d'1 mois maintenant, on est en train de placer les cartes sur l'échiquier. Encore des changements cette semaine. La CAQ qui semble glisser de plus en plus dans les sondages, ça semble se confirmer. Eux qui s'en allaient vers la gloire, mais là, ça s'en vient un peu plus difficile. Mais aujourd'hui, vous amenez une autre image un peu de la campagne électorale. Vous allez nous parler des sujets qui sont complètement auscultés, complètement qui sont effacés du discours actuel. Le débat des chefs a eu lieu cette semaine et aucun mot sur les sujets qu'on va parler ce soir, par lequel, faites-nous une petite liste des sujets que vous trouvez intéressants et qui n'ont aucun écho actuellement dans la campagne 2018 au Québec. Écoutez, si vous me permettez un préliminaire, Daniel, oui. Je suis allé sur les réseaux sociaux au Québec depuis le début de la matinée. Oui. Et de quoi parle-t-on? On parle de l'expulsion de M. Legault. Oui. On parle de la direction de Québec solidaire, si c'est le vrai chef qui était là hier. Bon. On parle du fameux 75 $ d'épicerie de Philippe Couillard. Ben oui. On parle de Pierre Bruno. Ah oui? Qui a interrompu, semble-t-il. Moi, j'ai pas pu voir le débat. C'est gracieuseté du CRTC, n'est-ce pas? Ben oui. J'ai pas eu accès au contenu directement sur à la télévision ou sur Internet. Alors, voici, la communication a été reprise. Oui. Parce que interrompue, semble-t-il. Écoutez, ce que je dis, c'est simplement ceci. J'ai ici, et c'est une liste bien subjective de Michel Morin,
de 10 sujets qui, à mon avis, auraient dû faire l'objet de ces débats, qui ont duré 4 heures, si on tient compte de Radio-Canada et de TVA. Oui. Alors, si vous voulez, je vais vous en énumérer plusieurs tout de suite, et puis on les prendra un par un, si ça vous convient. Parfait. Allons-y tout de suite. Alors, on n'a pas parlé des opioïdes. On n'a pas parlé du marché du carbone. On n'a pas parlé des investissements au Québec. Non. On n'a pas parlé du pouvoir d'achat des Québécois. Oh. On n'a pas parlé des impôts des individus et des entreprises au Québec. Non. On n'a pas parlé des routes au Québec. On n'a pas parlé des attentes aux urgences, sinon que effleurer le sujet. On n'a pas parlé de la désindexation des retraites. On n'a pas parlé de l'importance des fonctionnaires au Québec et du coût de ces fonctionnaires. Et on n'a pas parlé aussi peu des parcs éoliens qui nous ont coûté toutes les augmentations de tarifs depuis 10 ans. Wow. Alors, si vous voulez, Daniel, on peut commencer par le premier. Oui, les opioïdes. Les opioïdes. Oui. Vous savez, ces espèces de calmants, il y en a de différents noms, et qui sont prescrits, ordonnés par les médecins, avec la complicité des compagnies pharmaceutiques qui font un argent fou. Mais vous savez, Daniel, les opioïdes, on n'en parle pas. Non. Et très peu. Mais c'est un véritable problème de santé publique. Il n'y a rien de comparable depuis plus de 100 ans à ce qui arrive avec les opioïdes. C'est quoi? 4 000 morts l'an dernier au Canada. OK. 8 000 depuis 2 ans. Aux États-Unis, vous savez combien? Plus de 70 000 morts l'an dernier aux États-Unis à cause des surdoses d'opioïdes. Wow. Est-ce qu'il y a un problème plus majeur que ça? C'est énorme. On dit que les opioïdes, depuis l'an 2000, ont fait plus de morts aux États-Unis que les 2 grandes guerres mondiales. C'est pas un problème important. Aux États-Unis, actuellement, certains États poursuivent les compagnies pharmaceutiques, poursuivent les médecins. Au Canada, la Colombie-Britannique a été la première province, qu'il faut dire, comme Colombie-Britannique. Le problème est plus accentué qu'il ne l'est au Québec. Mais c'est une chose qui s'en vient au Québec comme en Ontario, dans l'est du pays, après avoir été, mais même ici, dans le Maine, dans les États de la Nouvelle-Angleterre, c'est un vrai problème. À quand notre tour? Oui. Et moi, je n'entends pas aucun des candidats, Daniel. Personne. Aucun des candidats n'a osé aborder ce sujet. 11 morts et 12 morts par jour au Canada. Wow. Et rien tout ça. Que les opioïdes. Oui, et ça va avec le fentanyl aussi, là, parce qu'il y a des drogues analogues comme le fentanyl. C'est ça, là. C'est un problème majeur auprès des jeunes, tout ça, là. Il y a une perte de contrôle au niveau de toutes les opioïdes actuellement. Ça se promène dans les rues, c'est en circulation libre, et les médecins en prescrivent comme si c'était des bonbons, pratiquement. C'est un problème, M. Morin, et personne n'en parle, vous avez raison. Très bien la situation. C'est un problème. Et moi, je ne m'explique pas des gens qui veulent servir le peuple et qui veulent résoudre ou aider à résoudre ces problèmes, ne pas parler de cet enjeu de santé publique. Majeur. C'est incroyable, ça dépasse l'entendement. Vous avez raison. Alors, évidemment, on pourrait en parler pendant toute l'émission. Oui. Mais comment se fait-il? C'est ma question. Et ma question va s'adresser à tous les 9 autres sujets dont je vais parler. Oui. Voyez-vous, là, dimanche soir, tout le monde en parle, semble-t-il, j'ai vu ça sur Twitter, semble-t-il que les 4 partis politiques vont être invités. Écoutez, est-ce qu'on peut parier une chose? Prenez note, si vous êtes en mesure de le faire, de chacun des sujets que je vais évoquer. Ah oui. Je viens d'évoquer les opioïdes. Prenez un petit bout de papier, écrivez les 10 sujets
Et dimanche soir, regardez, à Tout le monde en parle, si on va parler d'un de ces sujets. Ah, ben, on peut faire... Alors, c'est sans prétention, j'aurais pu en écrire 20 sujets. Ah, c'est sûr. J'aurais pu en écrire 30 sujets dont on ne parle pas. J'en ai choisi une dizaine et voici le deuxième. Bon, allons-y. Le deuxième, c'est le marché du carbone. Oh! Vous savez, le marché du carbone, on en parle, mais très peu de Québécois. Parce que c'est caché, parce que ça a été dissimulé par le gouvernement Couillard et du ministre David Hurtel. Ça a été tout à fait amené d'une façon qu'on ne voit pas. C'est une taxe cachée, mais ça coûte 4 cents et 35 à chaque fois que vous faites le plein d'essence. Par litre, oui, du litre. Par litre. Voyez-vous, on est dans ce monde-là avec le marché du carbone, les gens l'ignorent. Mais finalement, en fin d'année, il y a des études qui ont révélé que le plan de M. Trudeau qui s'en vient, ça va coûter 1 000 à 2 000 $ par famille au Canada. Est-ce que les chiffres sont assez importants pour qu'on en parle? On a M. Ford en Ontario qui vient de rayer d'un trait ce marché du carbone, qui a décidé, lui, qu'il allait réduire le prix de l'essence en enlevant la taxe du carbone. Il va dans l'autre sens. On se retrouve avec la riche Californie. La riche Californie, une des provinces ou des États les plus pauvres en Amérique du Nord, avec la riche Californie, et on décide de s'attaquer au changement climatique, et on est fiers de l'être, mais ça diminue votre portefeuille, ça diminue la compétitivité des entreprises, c'est un vrai sujet de débat, pendant que la Chine ou l'Inde construisent à tous les mois de nouvelles centrales au charbon qui annulent tous les gains qu'on pourrait faire au Québec naturellement. Mais même nous, au Québec, on est en pleine contradiction. On a subventionné à coût de centaines de millions la cimenterie polluante de Port-Daniel en Gaspésie. Oui, puis ça fait des... On taxe le consommateur sous prétexte, évidemment, que vous conduisez une voiture et donc que vous émettez des gaz à effet de serre. Ben oui, c'est ça. Est-ce que ce sujet-là, écoutez, nous, là, au Québec, on est probablement les plus propres en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que on se chauffe à l'électricité produite par des ouvrages hydroélectriques qui sont considérés comme une énergie renouvelable et non polluante. Les autres, nos voisins, se chauffent au gaz naturel, se chauffent au charbon, produit par l'électricité. Monsieur Al Gore, par exemple, le grand traître de l'environnement, il consomme plus de 100 000 kWh par année à sa maison en Virginie. Et elle est alimentée par de l'électricité produite par des centrales au charbon. Et il y a les centrales au mazout. Donc, notre empreinte écologique, nous, les Québécois, on devrait en être fiers. Surtout pas se flageller plus que le reste de l'Amérique du Nord avec la Californie, sous prétexte que nous, on va s'attaquer au changement climatique. Ça devient quelque part quelque chose de débile, ou en tout cas, ça devrait susciter un débat. Mais aucun des 4 chefs n'a abordé de façon directe et frontale cette question. Oui. Alors, c'est un autre point intéressant. Voilà le deuxième sujet. On n'a pas parlé des opioïdes, on n'a pas parlé du marché du carbone. Troisième sujet. Oui. Les investissements. Vous en avez 3. Vous vérifierez dimanche soir s'il y a galopage, on va parler de ces 3 sujets-là. Tout le monde en parle. Oui, les investissements. Depuis des décennies, le Québec est à la traîne. C'est-à-dire que son pourcentage des investissements totaux au pays est inférieur à sa population. C'est ça. Daniel, quand il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de grande croissance économique. Ben oui, on est plafonne. C'est élémentaire. Ce sont les investissements dans les ressources naturelles, dans l'industrie manufacturière, des nouveaux dans projets. la construction.
qui font qu'une économie est vibrante, qui font qu'on crée beaucoup de jobs. Là, actuellement, évidemment, les gens partent à la retraite et les taux de chômage diminuent. Mais le taux de chômage ne diminue pas vraiment à cause des investissements qui sont au rendez-vous. Non, c'est secondaire. C'est les départs à la retraite. C'est les gens qui partent à la retraite. C'est ça quitte. On ne parle pas d'investissement. Pas un mot sur les investissements. Mais M. Morin, Monsieur Morin, il y a M. Couillard qui nous dit qu'il lance sa campagne électorale et il est tout fier d'annoncer que cette année, la grande nouveauté, c'est qu'on ne promettra pas des emplois, on va promettre de combler des emplois, 100 000 emplois en région. Mais ce que l'on comprend pas aussi, c'est que c'est des emplois de piètre qualité dans la plupart des cas, qui sont mal rémunérés parce que c'est pas dans des secteurs de pointe, c'est pas dans des secteurs d'avenir, c'est pas dans des secteurs où on investit actuellement. C'est ça le problème, là. Monsieur Couillard fait fausse route. Les études, je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines ici. Pas d'aujourd'hui. Depuis 20 ou 30 ans, la productivité canadienne n'est pas au rendez-vous. Non, c'est en baisse. Et si je parle du Québec, si on n'avait pas le dollar canadien, 76 cents, combien resterait-il d'entreprises au Québec? Parce qu'elles ne sont pas productives, parce qu'elles n'investissent pas, parce qu'elles ne sont pas à niveau avec la concurrence mondiale. Voilà la raison d'investir. Il faut augmenter de façon radicale la productivité non seulement parce qu'on manque de main-d'œuvre, mais pour être compétitif. Là, on l'a. Mais le mot est-il trop sérieux pour que les chefs politiques y comprennent quelque chose? C'est incroyable qu'un sujet comme les investissements ne soit pas abordé dans cette campagne électorale. C'est la source même de la croissance économique. Et s'il n'y a pas de croissance économique, où va le Québec? C'est ça l'histoire. Écoutez, actuellement, là, au Québec, là, on a augmenté pour satisfaire les équilibres budgétaires avec les promesses qu'on distribue à gauche et à droite. On a augmenté la croissance économique un peu à la limite de 2 Mais 2 c'est maigre comme croissance économique. Aux États-Unis où je suis aujourd'hui, la croissance révisée, personne ne prévoyait ça, est maintenant de 4,2 Bon. La Fed du sud des États-Unis a dit, écoutez, la croissance risque d'être de près de 5 En 2018, c'est pas comme lorsque le président Obama avait des taux de croissance suite à la récession de 2008-2009. Oui, le crash. Évidemment, le taux de croissance était plus élevé. Mais on partait un crash. On est quasiment à la fin d'un cycle, d'une certaine manière. manière. Et toujours on est dans une économie mature, ou en quelque sorte, qui a augmenté année après année à des taux de croissance de 2-3 Et là, bang, par-dessus le marché, voilà une année 2018 où la croissance est de plus de 4 alors que nous, au Québec, on a 2 même pas de croissance, parce que les chiffres déposés par les libéraux et confirmés par la vérificatrice générale font état d'une croissance bien moindre. Imaginez. De quoi? Comment pourrait-on se satisfaire d'une croissance de moins de 2 en plein essor. Avez-vous entendu parler un chef politique de cela? Personne. C'est la base même. C'est notre avenir. C'est l'avenir des jeunes générations dont on parle ici. Absolument. Alors, voilà un troisième sujet. Très bon. Quatrième sujet. Le pouvoir d'achat. Ça fait mal. Et mal. là, le pouvoir d'achat, là, c'est pas une discussion qui ne repose pas sur des bases solides. C'est Statistique Québec, bulletin du mois de mars dernier, qui montre que depuis 15 ans, sous les libéraux, le pouvoir d'achat des Québécois a augmenté. Mais il n'a pas augmenté au rythme de l'augmentation du pouvoir d'achat de toutes les autres provinces canadiennes. On est à la traîne. En 2003, à l'arrivée de M. Charest, où on avait un pouvoir d'achat, c'est-à-dire un revenu disponible
après impôt, important de le dire, oui. on avait un revenu disponible après impôt qui était au 4e rang au Canada. Et voilà. Maintenant, on occupe la cale. Maintenant, on est au 10e rang, Daniel. Hey, vous voyez la détérioration du pouvoir d'achat des Québécois relativement aux citoyens et citoyennes de toutes les autres provinces canadiennes. C'est incroyable. C'est gênant. Jusqu'à quel point on recule, jusqu'à quel point on s'appauvrit littéralement par rapport aux autres Canadiens. Personne ne parle de aucune ça. C'est comme si c'était un sujet tabou. Ben oui. Et pourtant, on le sent, c'est palpable. Un sujet tabou. Et voyez-vous, là, vous vous souvenez que M. Couillard, lors de la dernière campagne électorale, avait promis 250 000 emplois. Il s'était commis un chiffre. Oh oui. Il n'a pas tout à fait réalisé sa promesse, mais son gouvernement a quand même créé plus de 200 000 emplois. Donc, on peut dire, voilà, ils avaient fixé un objectif, ils ont plus ou moins rencontré cet objectif-là. Les politiciens pourraient faire la même chose, à condition, évidemment, que les journalistes osent poser la question au lieu faut mettre de la pression sur toutes sortes de sujets secondaires. Ils pourraient dire, oui, mais est-ce que pour vous, rattraper ne fût-ce que la moyenne canadienne du pouvoir d'achat, c'est-à-dire du revenu disponible après impôt, donc du pouvoir d'achat et on doit le dire en même temps, de la capacité aussi d'investir pour sa retraite, etc. C'est ça, oui, c'est ça, l'argent qu'on met de côté. Il faudrait qu'on puisse poser cette question-là et que les politiciens, qu'en pense Madame Manon Massé, qu'en pense Jean-François Lisée, ces deux partis-là en particulier ne carburent aux nouvelles taxes, n'est-ce pas? Oui, les taxes, ça fait partie de leur ADN. Les dépenses incroyables. Souvenez-vous du ministre Marceau qui voulait taxer les Québécois rétroactivement pour une première mondiale. Alors, voyez-vous, on ne pose pas des questions et les partis politiques ne veulent pas s'engager. C'est ça la vraie affaire. Personne ne s'engage dans cette campagne sur des chiffres précis, avec des objectifs précis. Ah non, on est dans on dit, le gouvernement va faire en sorte, ça va être des diminutions de dépenses, ça va être ci, ça va être ça, on va mieux se concerter, mais on va rattraper, nous, les Québécois. Imaginez si on n'avait pas la péréquation, Daniel. Ah, on serait dans faillite. Si on n'avait pas notre dollar canadien à 76 cents, ça serait... où serions-nous? Si on n'avait pas l'accès au marché américain, où serions-nous? C'est incroyable comment on est vulnérable. Et semble-t-il que ces chefs de partis politiques ne le réalisent pas. Du tout. Cinquième sujet qui est amené en quelque sorte par le 4e, ça va ensemble. Le pouvoir d'achat. Le 5e sujet, on pourrait-y parler quelque temps des impôts des particuliers. Du taux des impôts. On pourrait-y parler des impôts des entreprises, des taxes des entreprises. Ah oui. Aux États-Unis, là, on vient de faire une énorme réforme fiscale. Absolument. Qui font que les entreprises américaines payent moins d'impôts que nous maintenant. Vous avez le résultat. Vous avez le résultat. Tantôt, vous en avez parlé. C'est une augmentation. Bien sûr qu'on a le résultat. Ça fonctionne. C'est inévitable. On est en train de... Les États-Unis, l'économie des États-Unis a littéralement été dopée par ces baisses d'impôts. Ça fonctionne. Mais bien sûr, Daniel. C'est ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient de perdre un avantage compétitif important. Mais plus précisément, allons dans les détails. Les détails, là, le diable est dans les détails. Exact. Madame Massé veut imposer les entreprises davantage. Voyez-vous la formule? Elle veut imposer les entreprises davantage. Déjà, par rapport à l'Ontario, les entreprises québécoises paient de 2 à 3 milliards de plus en impôts. C'est ça, là. Et on n'est même pas compétitif dans la Fédération canadienne. Imaginez. Et voilà un parti qui prône une augmentation du salaire minimum en imposant davantage des entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas plus belle contradiction que celle-là? Vous avez raison. Comment les entreprises vont pouvoir joindre les deux bouts en étant frappées à la fois
par la hausse du salaire minimum et par la hausse des impôts. Voyez-vous, mais personne ne parle de ça. Personne ne dénonce Mme Massé avec ses élucubrations, littéralement, et avec son hostilité profonde à l'égard des entreprises et de l'entrepreneuriat. Alors donc, il faudrait, on sait que nous, les simples contribuables, à taxes directes et indirectes confondues, nous sommes les plus taxés en Amérique du Nord. Combien de fois va-t-il falloir le répéter? On pensait que ça allait... Oui. Personne n'en parle. Vous connaissez mon amour pour Hydro-Québec. Ah oui! Hydro-Québec produit Belle vache à lait. Une énergie renouvelable, propre, qui fait, comme nous le disions il y a un instant, que nous sommes probablement les plus propres en Amérique du Nord en termes d'empreinte écologique. Ça ne veut pas dire qu'on est propre à 100%, mais on est plus propre que les autres. C'est ça. C'est-à-dire que chaque citoyen québécois, comparativement à un Canadien, comparativement à un Américain, émet moins de tonnes de carbone, de CO2, le fameux CO2, par année que nos voisins. Eh bien, vous savez qu'on taxe l'électricité propre. On est la province canadienne, avec la Saskatchewan, qui taxe le plus l'électricité au Canada. C'est ça qui marche. Pourquoi? Ça serait un vrai débat. Pourquoi, avec les augmentations de tarifs qu'on a connues, avec les trop perçus d'Hydro-Québec, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer la taxe sur l'électricité? C'est une facture importante pour tous les contribuables un service de base. Du Québec. C'est des dépenses de base. Écoutez, le Manitoba, la Colombie-Britannique, pour ne donner que ces deux exemples, les taxes sont de l'ordre d'à peu près 5% pour l'électricité qui est consommée pour le chauffage. C'est ça. C'est un bien essentiel. La même chose. C'est essentiel. C'est un bien, service essentiel au Québec. On a des hivers rigoureux, là. Ça nous coûte très cher. Voyez-vous, c'est taxe tout le temps. Voyez-vous, ça devient là complètement. Alors, donc, fou comme braque. Est-ce qu'on ne peut pas, dans un débat, aborder la question du fardeau fiscal des entreprises et des contribuables? Daniel, vous avez écouté les débats. Rien du tout. On n'en a pas parlé. Non. Et on pourrait espérer... On pas davantage à Guy Lepage dimanche soir, parce que Guy Lepage ne posera pas la question. Son salaire est fourni par les contribuables. Et voilà. Alors, personne n'en parle. Voilà où nous sommes. Appelez pas ça, tout le monde en parle. Et tous les journalistes commentateurs à Radio-Canada n'en parleront pas non plus. On devrait partir une émission, M. Morin. J'ajoute aussi à TVA, j'en ai pas entendu parler. Rien. J'ai pas vu de chronique de Mario Dumont dans le Journal de Montréal sur le fardeau fiscal des Québécois qui devrait être un enjeu de la campagne. M. Morin. Je n'ai pas vu ça. Est-ce que vous l'avez vu? Rien. Mais M. Morin, le dimanche soir, on devrait partir une émission qui s'appelle « Personne n'en parle ». Et là, on pourrait amener ces sujets-là parce que personne n'en parle. Ce serait bon. Mais pour revenir rapidement là, sur votre point concernant les impôts des entreprises, si seulement un parti politique amènerait une idée un peu différente, peut-être, je sais pas, là, je lance ça, là. On prend toutes les subventions. Oui. Mais personne, même la CAQ. Écoutez, il faut des réformes profondes, on va y venir. Bon. Je voudrais parler tout de suite du 6e sujet. Allons-y, battons le fer pendant qu'il est chaud. Allons-y. Les routes. Ah, boy. Écoutez, tous les Québécois ont une auto, ou à peu près. Ouais. Tous les Québécois empruntent notre réseau routier. Je suis surpris, je suis actuellement dans le Maine, dans des coins tout à fait reculés, dans des péninsules qui s'avancent sur la mer. Eh bien, vous devriez voir. La qualité. Vous devriez voir l'état des routes. C'est un charme. Je vais donner l'adresse. Port Clyde. C'est un port, un petit port de pêche, au bout de la péninsule de Saint-Georges, donc qui longe la grande baie de Penobscot dont je vous parlais il y a quelques instants, qui fut cartographiée par Samuel de Champlain. Eh bien, les moindres petites routes, c'est beau. Et moi,
j'habite dans l'Estrie, dans un village où toutes les routes, ou à peu près, sont horribles. Ben oui, c'est des chemins de campagne. En ce qui concerne l'asphaltage, et ici, c'est comme naturel. On a des routes sur lesquelles on se promène et on ne brise pas nos suspensions sur ces routes-là. Voyez-vous, les routes, on a eu une étude récente de Statistique Canada qui nous dit que nous avons les pires routes au Canada avec la Nouvelle-Écosse. Ah ben oui, puis on n'a pas de problème à le croire. Le chef de parti, un des 4, qui était invité au débat, est-ce qu'un des chefs de parti ne pourrait pas dire « Écoutez, nous avons un plan pour les routes. Les automobilistes sont suffisamment taxés, en plus de payer pour le marché du carbone, très cher, que nous allons avoir un plan sur 4 ans pour remettre en état notre réseau routier. Nous allons tout de suite avoir un moratoire sur la construction de nouvelles routes. On n'en subventionne plus de nouvelles routes, on n'en construit plus, on remet à niveau celles que nous avons. Exact. Ça va durer 4 ans, et voici ce que ça va coûter, et voici le pourcentage de mon budget, de plus de 100 milliards, qui sera consacré spécifiquement aux routes du Québec. Oui. Voilà une vraie proposition. Oui. Voilà quelque chose de restructurant. Mais non, on continue d'être avec ces routes des pays du tiers-monde. Et là, je retire mes paroles tout de suite, parce que promenez-vous dans bien des pays au tiers-monde, et vous allez vous apercevoir que leurs routes sont pas mal meilleures que les nôtres. Oui. C'est pas... Et là, mais on n'est pas le tiers-monde. Ben non, une société évoluée qui paie des taxes et devrait avoir en retour des services, et notamment des services pour circuler en automobile. Oui, écoutez, on le souhaite. Alors, comment se fait-il? Moi, ça me dépasse. C'est débat. Comment se fait-il qu'aucun des chefs de parti n'aborde cette question-là? Bien sûr, on parle du 3e lien à Québec. Oui, bien sûr. Mais on ne parle pas du réseau sur lequel on circule. Le 3e lien, ce sera dans 3 ou 4 ans, et ce sera un projet dédié exceptionnel. Et là, je parle des routes, du système routier. La base, là. Vous circulez à Montréal. Moi, je suis gêné. Je suis gêné quand j'invite des Européens c'est épouvantable. À venir ici. Et c'est pour les voitures. Je suis gêné de me promener avec eux sur nos routes. Je suis sans mots pour expliquer ce qui se passe. Non, c'est inexplicable. Comment se fait-il que nos 4 chefs de partis politiques sont autant déconnectés? Ben oui. C'est incroyable. 7e sujet. Allons-y. Les attentes aux urgences. Ah boy. Les attentes aux urgences. C'est un classique. Elles sont les plus grandes, les plus longues, la durée la plus importante de tous les pays occidentaux. Ah oui. On a un vrai problème, disons, avec majeur, les taxes qu'on paye. Comment se fait-il que ce problème-là n'a pas été réglé par tous les partis politiques depuis 20 ans qu'on en parle? Personne n'est capable. Est-ce qu'on en parle vraiment? Non. On a abordé, encore Radio-Canada, un petit peu le sujet, mais mon Dieu, c'est à fleur de peau. Ben, c'est ça. Il faut un engagement chiffré, je le dis depuis le début. Un plan d'action. Quand je mentionne tous ces sujets-là, il faut dire, l'attente aux urgences, là, dans 4 ans, ce sera maximum tant d'heures, pas plus. C'est ça. Et là, on pourrait voir si on atteint l'objectif et quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place. Je veux pas qu'ils viennent me discuter des mesures, puis bon, on va faire ça. Non. Fixez-vous un objectif et dites-nous. Réalisez-le. Commettez-vous à cet objectif. C'est ça. C'est ça que j'attends des politiciens. Tout à fait. Je veux pas toute la mécanique qu'ils vont mettre en place pour atteindre des objectifs. Je suis pas en mesure, moi, simple mortel, simple contribuable, je suis pas en mesure de vraiment évaluer si telle mesure, plutôt que telle autre, serait plus appropriée. Ce que je veux, c'est des politiciens qui s'engagent. Ils veulent servir, qu'ils servent. C'est ça. Et qui s'engagent à dire que dans 4 ans, on aura atteint tel objectif en ce qui concerne la durée
des urgences, du temps d'attente. Ben oui. Aux urgences. Allez vous inspirer ailleurs dans le monde, allez faire le tour dans le monde, ça fonctionne ailleurs. Il y a des façons de le faire. Daniel. Allez-y. 8e sujet. Oui. Voilà un sujet dont on ne parle pas d'aujourd'hui, on n'en parle pas du tout. Les journalistes n'en parlent pas, moi j'ai commencé à en parler un peu, et puis on me dit sur les réseaux sociaux, vous êtes le seul journaliste au Québec qui en parle. Mais c'est un problème grave, on l'a évoqué tout à l'heure. Les pensions des retraités du Québec. Eh boy. Moi, je suis retraité de la fonction publique fédérale. J'ai été commissaire au CRTC. Oui, pendant quelques années. Alors, chaque année, je reçois mensuellement une pension, mais chaque année, il y a une augmentation de ma retraite suivant l'inflation de l'année précédente. D'accord. Mais ça, là, c'est une formule normale. C'est pour m'empêcher, justement, de perdre mon pouvoir d'achat. C'est ça. Mais les retraités du secteur public au Québec et du secteur parapublic, depuis les lois et les décrets de M. René Lévesque au début des années 80, ils sont plus indexés. Ils sont plus indexés, à moins que l'inflation dépasse les 3 %. Et comme l'inflation ne dépasse jamais les 3 %, ben, ils perdent 1 1,5 %, 2 % de leur pouvoir d'achat chaque année. Savez-vous qu'au bout de 20 ans, ça commence à faire du fric? On parle de dizaines de milliers de dollars, Daniel. Quand même. C'est pas rien, là. C'est majeur comme problème. Et là, on a des surplus actuariels. Pourquoi ne pas les utiliser pour réindexer, comme partout ailleurs en Amérique du Nord ou à peu près, les retraites du secteur public, des employés du secteur public et parapublic? Qui en parle? Personne. Non. Personne. On sacrifie ces gens-là qui ont travaillé, on peut dire tout ce qu'on veut des fonctionnaires, mais ils ont quand même occupé des postes. Ils ont participé à des concours pour obtenir leur emploi. Bon, ils ont travaillé suivant les directives qu'ils avaient, etc., et les reconfigurations d'organigrammes, etc. Alors, ils ne sont pas à blâmer pour ça nécessairement, n'est-ce pas? On a ces fonctionnaires-là qui ont travaillé. Et à la fin, on les assomme d'une ardoise incroyable à désindexation de leur pension, gracieuseté du gouvernement Lévesque au début des années 80. Et personne ne veut corriger le tir. C'est quand même incroyable. Aucun journaliste ne veut s'occuper de ce sujet-là. Et on parle des politiques pour les aînés. Ouais. Voyons donc. La première politique, c'est de leur donner le pouvoir d'achat auquel ils ont droit. Je suis pas en conflit d'intérêt. Moi, ma pension est indexée. Oui, vous êtes indexé. Je parle pour tous les employés du secteur public et parapublic québécois. Alors, il faudrait quand même... Au privé, M. Morin, par contre, je suis d'accord. Oui, c'est un sujet important, c'est ça. Deuxième sujet, on parle des fonctionnaires. Oui, on fonce. Le Parti conservateur, qui n'est jamais invité, et qui pourrait faire une réelle différence. Oui, au moins, lui a des idées différentes. Oui, alors... Le Parti conservateur a publié un chiffre qui m'a fait sursauter. Il a dit, si le Québec était administré comme l'Ontario, il y aurait au Québec moins de 100 000 fonctionnaires. Wow. Et s'il était administré comme l'Alberta, il y aurait plus de 200 000 fonctionnaires de moins. Vous imaginez la marge de manœuvre? Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On sait qu'au Québec, dans les hôpitaux, le secteur anglophone performe beaucoup mieux que le secteur francophone. Pourtant, ils sont tous les deux dans la même province, mais ils ne s'administrent pas de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes syndicats. Ils n'ont même pas les mêmes contraintes. Et voilà un secteur au Québec anglophone qui fonctionne très bien, comparativement au secteur francophone. Il y a de vraies questions à se poser sur cette enflure des fonctionnaires au Peut-être, Québec. M. Morin... Je me souviens, comme journaliste, il y a 3 ans, j'avais des sujets. J'étais obligé, pour un sujet sur une petite centrale ou un barrage hydroélectrique, j'étais obligé d'appeler à Victoriaville, à Trois-Rivières, à Drummondville. Pourquoi? Parce qu'on a décentralisé les administrations pour faire plaisir aux députés du coin, n'est-ce pas? Mais ça se traduit par beaucoup d'inefficacité. C'est ça. Et je suis très sceptique actuellement par les promesses de 3 partis de décentraliser vers les régions tous des pans de l'administration publique sous le prétexte, ils ne parlent jamais d'efficacité. Hein? Non. C'est pour aider les régions. Oui, mais aider les régions.
À quel prix? Déjà, le Québec, si on compare à l'Ontario, ça a été démontré par toutes sortes d'études. Évidemment, je vais froisser les gens de la région de Québec, dont je suis originaire. Mais le fait qu'en Ontario, l'administration, la capitale de la province, soit dans la métropole, ça aide beaucoup à la vigueur de la métropole. Exact. Au Québec, on a divisé ça entre Québec et Montréal. Donc, on n'a pas cet effet de synergétique. Non. Et là, on veut la diviser encore en parsemant les fonctionnaires un peu sur en scindant en région. Ça n'a aucun bon sens. Est-ce que c'est la bonne décision? Non. Où sont nos professeurs d'université? Où sont nos analystes? Personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. C'est dit comme ça en ondes, en clip de 15 secondes. Ben oui. Et puis c'est ça. Bon, oui, ils sont trois partis, là. Puis ils vont transférer dans différentes régions du Québec différents ministères. Ben voyons. Et juste donner une idée, avez-vous l'ordre de grandeur, M. Morin, le nombre de fonctionnaires? Parce que j'ai des chiffres de 2015 là, qui me parlent de autour de 500 000 employés de l'État, l'équivalent à temps plein. Là. Oui. On est encore même un petit peu plus au-dessus de ça. Là. C'est énorme. Là. Le chiffre de fonctionnaires, mais moi, là, c'est presque il y a une question d'efficacité dans tout ça. C'est ça, ben oui. Et elle n'est pas soulevée. Non, il n'y a personne qui parle de ça. Alors, donc, non seulement on a beaucoup de fonctionnaires, mais maintenant on veut les diviser. Ben oui. Et c'est des choses qui ne se passent pas dans les autres provinces. On ne fait pas ça. Là. On va dans il n'y a personne qui dit, là, ben oui, l'Ontario l'a fait puis ça marche. Là. Aux États-Unis, ils l'ont fait puis ça marche. Ben non, non, personne ne dit ça. Personne ne fonctionne. Nous, là, on s'engage dans un sentier dont on ne connaît pas l'aboutissement. C'est ça. On ne sait pas où on s'en va avec ça. Je ne sais pas. Moi, je me pose beaucoup de questions. J'ai pas ce soir de chiffres à vous donner, mais je suis surpris que personne n'en pose. Il n'y a personne qui parle de ça. Pas un journaliste au Québec, des journalistes économiques soi-disant, qui posent cette question-là. C'est quand même incroyable. Incroyable. Et évidemment, la question posée au départ du 100 000 fonctionnaires de trop au Québec, peut-être même 200 000, c'est ça, là. Ben, personne ne la pose. Non. Parce que le Parti conservateur n'est pas suivi. Exact. Et c'est le seul qui la soulève. Il n'est pas invité nulle part. Dernière question. Oui, on termine avec ça. Les parcs éoliens. Ah! Nous en avons parlé. Le meilleur pour la fin. Et pendant cette campagne-là, on a eu ce fameux parc éolien à Pouilly-Guillette, près de Port-Cartier. Oui. Hein? Un nouveau parc éolien qui va être facturé à Hydro-Québec. Et Hydro-Québec a dit, ben écoutez, nous, là, c'est inacceptable comme facture sur 20 ans. Là. On ne perdra pas 1,5 milliard à 2 milliards de dollars. Ça marche pas, ça. Depuis ce temps-là, on a renégocié. Semble-t-il que le prix maintenant, c'est 7 cents. Ah oui? Est-ce qu'on réalise encore là une chose? Premièrement, 7 cents, là, c'est 1 cent de plus le kilowattheure que le dernier appel d'offres. Comment ça que c'est 7 cents? Ben oui, ça devrait être en bas. C'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'on pourrait regarder ce qui se passe ailleurs? Décembre 2017, on a donné des allocations, enfin des parcs éoliens à de l'entreprise privée en Alberta. Vous savez le prix? 3,7 cents. Bon, ben c'est ça. Canada, là. Moi, j'ai fait à TVA, il y a 5 ans, des reportages pour dire aux États-Unis, on fait maintenant de l'éolien à 5 cents le kilowattheure. Ben, c'est ça. À ce moment-là, le dollar canadien était pratiquement à parité. Mais depuis ce temps-là, les prix baissent des énergies renouvelables. Ben oui. C'est vrai pour le solaire, c'est vrai pour l'éolien. Mais ici, là, ça change. On continue de donner des contrats à 7 cents le kilowattheure. C'est quoi cette histoire-là? On a... Non, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Évidemment, si on veut regarder la big picture, écoutez, depuis l'automne dernier, pour la première fois au Québec, on doit déverser de l'eau parce qu'on ne peut plus la turbiner, parce qu'il n'y a plus de demande pour elle. Ben, c'est ça. Que ce soit au Québec ou sur les marchés d'exportation. C'est de l'énergie. On n'en a plus. Et sur les marchés d'exportation, incidemment, les prix baissent, Daniel. Ben oui. Ça va avec l'offre et la demande. Ben oui. Les centrales de la Nouvelle-Angleterre, où je suis, là, sont de plus en plus compétitives. C'est ça. Les centrales au gaz. Les technologies ont changé. Hydro-Québec l'aura jamais facile ici, là. Ben non. C'est pas vrai, là. Évident, alors, donc, nous, on n'arrive pas. On vend à 3 cents, 4 cents
en Nouvelle-Angleterre et on commande un parc éolien à cette scène. Ben oui. Qui va être indexé, Daniel. En plus. Qui va être indexé. Non. Voyez-vous que ça ne marche pas? Et il y a trois chefs de partis politiques qui sont prêts, sauf M. Legault, qui sont prêts à donner le contrat. Et la raison de M. Couillard et de M. Élysée, et probablement de Manon Massé, je ne me souviens pas de la raison qu'elle a donnée. Elle n'a pas parlé beaucoup. Mais ils disent, oui, mais faut s'entendre avec les Amérindiens. Non, il faut d'autres choses pour s'entendre avec les Amérindiens. Ben oui, mais changer de technologie. C'est pas vrai qu'on va refaire l'histoire avec 15 nouveaux jobs permanents. Non, c'est ça. Puis il y a plein d'affaires là-dedans. Là. Premièrement, les technologies éoliennes, là, comme vous dites, là, c'est de loin une des pires au niveau de l'efficacité. Puis en plus, dans ce programme-là, on est en surplus, comme vous avez dit, mais on avait promis des retombées pour des investissements avec du contenu régional. On n'est même pas à la hauteur de 30%, notamment dans le projet de Saint-Cyprien. On en a parlé cette semaine aussi à Sainte-Marguerite. C'est en bas de 30%. Avec les Inuits. Avec les Inuits. Il n'y a aucune exigence de contenu régional. Ben, c'est ça! La première fois Ils ont déjà vendu ça de même, Christy. Dans le passé, il y avait des exigences pour un contenu gaspésien, etc. Mais là, il y en a bien plus. Puis on leur donne cette scène. Voilà, c'est ridicule. Avez-vous vu beaucoup? Moi, je suis ces sujets-là, Daniel. Oui. Je vois pas. Là, il y a eu le Journal de Montréal qui a fait quelques articles, je pense. Oui, mais du bout des lèvres, là. C'était bien fait. Oui, mais quand même. Mais ce dont je viens de vous parler, là, on n'a pas mis en relation le fait que le dernier appel d'offres était à 6 cents, puis qu'on donne 6 cents. On n'a pas mis en relation qu'en Alberta, on donne de l'éolien à 3,7 cents. C'est ça. Voyez-vous, il manque quelque chose quelque part. Nous, on vend à 3 cents. Peu importe ça, là. Je voudrais pas jouer au grand-père ici ou à la grand-mère, mais c'est des sujets. Écoutez, là... c'est primordial. C'est des milliards, là. L'éolien au Québec, mine de rien, aujourd'hui, avec ce parc-là, c'est 4000 mégawatts. C'est beaucoup. 4000 mégawatts, là, c'est 10% de la production totale d'électricité au Québec, avec des turbines fabriquées ailleurs, et voilà. Conçues ailleurs. Nous, ce qui nous reste, là, c'est les pales. Et l'installation. Les tours d'éolien. Ben oui, c'est des toute la technologie qui va évoluer. Ça vient d'Europe. Quand on va refaire les parcs éoliens dans 20 ans, probablement, avec la pression des lobbies, n'est-ce pas? Ben, ça va être des turbines qui vont être fabriquées en Allemagne. Ben oui, on n'aura rien en Espagne, qui vont être fabriquées au Danemark, pas au Québec. Il n'y a personne qui fabrique de turbines au Québec. Ah non, puis on parle de plus en plus de d'autres technologies. Fait que l'éolienne est là. On n'a pas. C'est pas là qu'il faut frapper. On a des producteurs de petites centrales hydroélectriques au Québec qui fabriquent des turbines. Oui. Ceux-là, on va les encourager. Oui. Eux, ils créent de l'emploi à long terme. Pas les turbines. Non. C'est ça. C'est un discours simple. Ben oui, c'est trop simple. C'est un discours simple auquel je fais référence. Ben oui. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à le comprendre, mais ici. Mais c'est l'omerta. On parle de rien de ça. Voyez-vous, ça nous coûte les yeux de la tête. On le dit souvent ici, tous ces parcs éoliens ont été responsables des augmentations de tarifs d'électricité des Québécois de l'ordre de 10% au cours des dernières années. Ben oui. 95% de cette facture-là est directement attribuable au parc éolien. Ben c'est ça, là. Puis nous, on est en surplus. C'est encore une campagne, n'est-ce pas? On réussit vraiment à ne pas parler de ce sujet-là. Même M. Legault, à un moment donné, a été quasiment en contradiction. Il est passé en Gaspésie, laissant entendre qu'on aurait peut-être d'autres parcs éoliens. Il aurait dû, parce que lui-même les avait dénoncés, jamais s'engager sur cette voie-là. Depuis ce temps-là, il a corrigé le tir, mais quand même! Il a l'air fou. Et on a les trois autres, M. Lisée, M. Couillard et Mme Massé, qui en veulent. De plus en plus. Ces gens-là travaillent pour les Québécois. Ben oui. Voyons donc. Puis nous, de notre côté, on est en surplus et quand on en vend, c'est à chaque fois on perd 4 cents du kilowattheure parce qu'on le vend à 3 cents. Puis on pense qu'on va se reprendre sur le volume. C'est un peu ça, là. C'est particulier quand même, là. Non, écoutez, c'est le monde à l'envers. Moi, j'ai été le premier à dénoncer. Oui, vous avez été un précurseur. La commission sur les enjeux énergétiques, créée par Mme Marois, qui a déposé son rapport
en 2016, a conclu exactement la même chose. Oui, on a trop construit, on n'avait pas besoin de cette électricité. Puis on rajoute. On en rajoute. Le mot inutile qui nous coûte. Écoutez, l'argent qu'on dépense là-dedans, qu'Hydro-Québec, si Hydro-Québec va assumer le coût cette fois-ci, ce ne serait pas les consommateurs comme les autres parcs éoliens. C'est Hydro-Québec, c'est un peu technique, mais c'est la filiale Hydro-Québec Production qui va acheter l'électricité de Port-Cartier, alors que jusqu'ici, tous les autres parcs étaient achetés par Hydro-Québec Distribution, et donc, ils repassaient, ils achetaient à 12 cents, 13 cents, 14 cents de l'énergie éolienne, puis ils nous refilaient ça avec la Régie de l'énergie sur nos augmentations de tarifs. Ben oui, on payait comme des cochons payés. Là, c'est les profits. C'est les profits d'Hydro-Québec qui vont être mis à mal. Ben oui. Ça veut dire quoi? Ça veut augmenter, on va justifier les augmentations. Va avoir moins d'argent. 75% des profits d'Hydro-Québec sont retournés au gouvernement, comme vous savez. Ben oui, c'est la vache à lait. Donc, ils vont avoir moins d'argent pour donner au gouvernement, dont le gouvernement a besoin pour les hôpitaux, les écoles et les routes. C'est ça. C'est ça, le développement éolien. C'est ça qui nous coûte la peau des fesses. Et c'est ça qui est complètement contradictoire avec des objectifs qu'on n'ose même plus se fixer. Exact. Méchante cochonnerie. Monsieur Morin, écoutez, on a fait un beau tour d'horizon pour notre première de la saison. Je pense que ça met la table pour les prochaines semaines. Et puis, les gens qui veulent vous suivre, vous êtes toujours actifs sur votre blog. On peut vous retrouver sur votre blog morinmichel.info. Et votre compte Twitter est en feu, M. Morin. Tout à fait. Et je vous parlerai de certains sujets qui s'en viennent, que j'ai commencé à développer. Parfait. Non pas les moindres. Ah, j'imagine. Exemple, Revenu Canada, Revenu Québec. D'accord. C'est un rendez-vous prochainement. Et je vais vous parler de ce que sont devenues ces institutions qui souvent, et j'apporte des exemples précis, ont un comportement pour le moins douteux. Et je pèse mes mots, Daniel. Wow. J'ai hâte d'entendre ça, M. Morin. Et les gens qui veulent vous suivre sur votre Twitter, en terminant, quelle est l'adresse Twitter? Ah, c'est Twitter, écoutez, pour avoir mon compte, là, pour avoir mes blogs, c'est très simple aussi. Vous allez sur Google, Michel Morin, vous allez voir, je sors tout de suite avec Michel Morin, blogueur. Vous pesez là-dessus, vous cliquez là-dessus, et tous mes blogs apparaissent à l'écran. J'en ai une demi-douzaine. Ben oui, vous allez sur chacun de ces blogs, comme par exemple celui d'Hydro-Québec, comme par exemple celui de Revenu Canada et de Revenu Québec. Et là, vous allez voir beaucoup d'articles. J'en ai fait un sur le train électrique de la Caisse de dépôt. Oui. Une horreur, dont on ne parle pas dans la campagne, d'ailleurs. Exact, c'est un autre sujet. Ah, ouais, n'est-ce pas? Et bien, il y a des centaines d'articles, centaines de commentaires, et dans quelques années, on relira tout ça, puis on dira, le blog de Morin nous avait tout dit ça. Ben oui, puis on n'a rien fait avec ça. Aïe, aïe, aïe. morinmichel.info et également sur le Twitter, morinfo. Et vous allez pouvoir suivre Michel Morin et tous ses articles et ses commentaires très pertinents. Probablement le journaliste actuellement au Québec qui est le plus pertinent, c'est vous, M. Morin. Et je suis très fier de collaborer avec vous. Encore une fois cette année. M. Morin, c'est un rendez-vous. Ah, ben c'est bien gentil. C'est un rendez-vous dans 2 semaines. On continue notre travail ensemble, M. Morin. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Parfait.